la première journée de notre programme, nous allons tout particulièrement nous intéresser à la résilience des nations face aux nouvelles conflictualités, une résilience qui constitue le socle fondamental de la souveraineté. Pour ouvrir cette matinée, nous nous penchons sur une zone de conflit majeur en Europe, l'Ukraine, où le conflit depuis 2022 a déjà fait plusieurs centaines de milliers de victimes. Une guerre où l'intégration de nouvelles technologies et d'armes inédites transforme profondément le champ de bataille. Comment les États européens peuvent-ils soutenir l'Ukraine tant sur le plan militaire qu'humanitaire? Dans ce contexte chaotique, l'Europe est-elle capable de se montrer pleinement présente sur ces nouveaux territoires de conflictualité? Et surtout, peut-on faire plus et mieux? Pour en parler, je vous propose d'accueillir les invités de notre panel. Bonne conférence. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'être venus nombreux pour cette séance dédiée au soutien militaire et humanitaire à l'Ukraine. La guerre à grande échelle est entrée dans sa 4e année. La guerre dure en réalité depuis 12 ans. On compte des centaines de milliers de morts et de blessés graves. Les destructions en Ukraine sont incommensurables, je pense qu'on peut le dire. La Russie poursuit sa stratégie d'attrition en exerçant une pression continue le long de la ligne de front, mais surtout en frappant sans relâche les arrières. Les attaques sur les infrastructures critiques se sont intensifiées depuis 1 an et demi. Et comme vous le savez certainement, le système électrique est désormais assez chancelant. D'un autre côté, le soutien, je veux dire, de l'Union européenne et des pays membres, mais aussi du Royaume-Uni et de la Norvège, a été massif depuis 2022. À la mi-septembre 2025, les Européens avaient fourni une assistance financière, militaire, humanitaire et une aide aux réfugiés pour un montant de 197 milliards de dollars, dont 70 milliards d'aide d'assistance militaire. Parmi les premiers donateurs de l'aide militaire figurent l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Danemark, pays invité du PDSF. Pour sa part, la France communique assez peu sur les chiffres de l'aide. Elle s'est beaucoup investie dans le dialogue politique. Récemment, Paris et Londres ont eu un rôle déterminant dans la création d'une coalition des volontaires destinée à apporter des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu et notamment de préparer une force de réassurance. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que le niveau de soutien dépend de la volonté politique, mais aussi de l'état des finances publiques et de la perception de la menace. Il dépend aussi de la capacité à anticiper les besoins militaires et humanitaires et à surmonter certains obstacles à la fois logistiques et financiers, autant dans les pays donateurs que dans le pays récipiendaire. Donc notre objectif aujourd'hui, il est assez concret et assez simple en réalité. Il s'agit de comprendre si on peut faire plus et mieux dans 2 domaines en particulier, l'aide aux blessés de guerre et le soutien militaire à l'Ukraine. Et pour cela, la séquence s'organisera en 3 temps. On cherchera d'abord à mieux identifier les besoins. On analysera ensuite les obstacles qui entravent le soutien militaire et humanitaire. Et dans un dernier temps, on ouvrira le débat à la salle, donc vous aurez l'occasion de poser des questions ou d'apporter un témoignage. Alors, avec ma collègue Céline Maranger, nous avons réuni un panel d'officiers et de chercheurs expérimentés. Ils éclaireront chacune et chacun, depuis leur expérience et leur angle de vue, les problématiques abordées. Et je vais les présenter pour commencer, donc dans l'ordre de passage de cette table ronde. Le général de division Yvan Martin commande la cellule chargée de l'anticipation stratégique auprès du chef d'état-major des armées. Général, vous êtes Saint-Cyrien, vous avez été attaché de défense à Moscou de 2018 à 2021, attaché de défense à Kiev de 2023 à 2025, et vous avez commandé le 35e régiment d'infanterie de Belfort et l'école d'infanterie de Draguignan. Professeur Yulia Shoukan, vous êtes directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS. Vous venez de publier un ouvrage passionnant que nous vous recommandons intitulé « Citoyennes soignantes, guerre, femmes et fabrique du commun en Ukraine », qui est le fruit d'une longue enquête sociologique sur un groupe de femmes bénévoles, les Sœurs de la Miséricorde à Théo-Kharkiv, dans un hôpital militaire entre 2015 et 2022. Et votre nouvelle recherche porte sur l'appareillage des amputés en Ukraine.
Professeur Marion Trousselard, vous avez d'abord officié en tant que médecin au sein du service de santé des armées, puis en tant que chercheuse en neurosciences et en sciences cognitives au sein de l'Institut de recherche biomédicale des armées. Et vous êtes à présent professeur professeur de psychologie à l'école des psychologues praticiens. Et vous êtes experte en neurophysiologie du stress et vous menez des recherches sur la prise en charge de masse des syndromes post-traumatiques. Général Bertrand Boyard, vous êtes désormais conseiller spécial du président d'Arcus depuis 6 ans. Vous êtes Saint-Cyrien, vous avez une longue carrière dans l'armée de terre, vous avez notamment commandé la brigade franco-allemande et vous interviendrez en tant qu'expert des industries de défense françaises, mais aussi européennes, notamment allemandes, et vous nous ferez bénéficier de votre expérience de coopération avec l'Ukraine. Enfin, capitaine Malcolm Pinel, vous êtes chef de la section enseignement stratégique au sein de la chaire de stratégie aérienne et spatiale appliquée de l'armée de l'air et de l'espace. Et dans ce cadre, vous élaborez des enseignements de niveau stratégique sur la puissance militaire aérospatiale dans les conflits en cours et vous publiez des notes et des études du CESA. Vos dernières publications portaient sur l'opération Rising Lion et sur les incursions aériennes russes en Europe. Alors, pour débuter donc, ce premier tour de questions, nous allons commencer avec les tenants et les aboutissants du soutien à l'Ukraine. Pour ce faire, nous allons commencer avec vous, Général Martin. Pourriez-vous présenter la problématique du soutien à l'Ukraine et les principales données de cette équation complexe que Céline a introduit tout à l'heure, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci de m'avoir associé à votre table ronde. Donc, je vais essayer d'apporter un peu un regard presque historique sur les 4 années qui viennent de s'écouler. Comme ce sera un regard historique et un peu distancié, les spécialistes du domaine, dont j'ai déjà observé dans la salle, au-delà des gens qui sont en uniforme, des spécialistes de très grand niveau, ces spécialistes me pardonneront les éventuels raccourcis que je ferai pour des raisons de caractère pratique et de démonstration. Voilà. Donc, il a été énoncé, pour commencer, ces chiffres bruts, financiers, etc. Mais je pense qu'il faut, c'est important, c'est un sujet, mais il faut essayer de replacer tout cela dans une perspective plus globale. Sachant que le titre de cette table ronde, est-ce qu'il faut faire plus, est-ce qu'il faut faire mieux, etc. La réponse est évidemment oui, 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 oui. Il n'y aurait d'ailleurs jamais assez. Voilà. Et je trouve ça un peu compliqué, voire presque indécent, d'évoquer ces sujets et de dire que dans ce domaine, finalement, on a fait pas mal ou on a fait suffisamment, alors que, comme l'a rappelé Céline Maranger, il y a la réalité de la guerre et que, notamment, il y a eu toute la phase de 6 ou 7 semaines avec un froid exceptionnel et des frappes comme jamais sur les infrastructures énergétiques. Donc, je trouve un peu indécent d'évoquer tous ces sujets ici, au chaud, dans un pays en paix, à l'école militaire. Mais ça fait partie, évidemment, directement du soutien à l'Ukraine que d'évoquer ce sujet, d'évoquer ces points. Et puis, vous m'en voudrez pas, j'ai effectivement été 2 ans attaché de défense en Ukraine, donc c'est un sujet qui est devenu un sujet personnel, mais je suis en uniforme et donc j'ai aussi une vision institutionnelle à partager avec vous. Voilà. Je pense qu'il faut se souvenir, il faut remonter les 4 ans, il s'est passé tellement de choses, et il y a tellement de choses qui ont été faites dans le domaine du soutien, de l'appui à l'Ukraine, que ce soit d'un point de vue militaire ou humanitaire, et puis il faut se souvenir d'où on vient. Le d'où on vient, c'est février 2022, la Russie franchit le Rubicon. En fait, c'est le début de la guerre à grande échelle, comme l'appellent les Ukrainiens, sachant qu'il y avait eu 2014 la Crimée et le Donbass, donc finalement, ce n'était pas une totale surprise. Voilà. Et d'ailleurs, on peut se dire que dès février 2022, les Ukrainiens ont sans doute bénéficié du fait que depuis 2014, des pays, notamment comme particulièrement la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, les aidaient en termes de formation, etc. Donc ça leur a forcément été utile. L'Ukraine, de fait, fait face seule à l'attaque russe. Il y a quelques aides bienvenues de dernière minute, mais qui restent d'une ampleur limitée dans les premiers jours ou avant les premiers jours, notamment avec des moyens anti-chars, toujours utiles, mais ce n'est pas le seul facteur qui explique la résilience ukrainienne, vous l'avez compris. L'Ukraine fait face seule à une opération militaire d'une ampleur, d'une envergure qu'on n'avait pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale, sur un arc de plus de 1500 km, depuis plusieurs directions, du nord, de l'est et du sud, avec un raid aéroporté et blindé en direction de la capitale. L'Ukraine oppose une résistance opérationnelle existentielle, et souvenons-nous, même si ce n'est pas très agréable, mais on a tendance à l'oublier, qu'au tout début de cette guerre, le sentiment général en Europe était qu'il
il n'était pas impossible que la Russie atteigne ses objectifs en Ukraine. Je pense qu'au tout début de la guerre, nous croyions moyennement à la capacité de l'Ukraine à résister. C'est un point à prendre en compte. Donc l'Ukraine résiste mieux que personne ne l'avait anticipé et trouve même le temps et l'espace nécessaires pour réarticuler ses forces. Comme je l'ai dit, le soutien depuis 2014 a sans doute payé. Après une phase d'incertitude de reconfiguration, les forces armées de la Fédération de Russie effectuent un mouvement opératif complet de réarticulation et de reconfiguration. Et puis vous avez tout ce mouvement de l'automne 2022 où les forces armées ukrainiennes sont capables de reprendre des territoires, notamment à l'est de Kharkiv et notamment dans la région de Kherson. Voilà. Et en termes de soutien à l'Ukraine, je dirais aide-toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire que ces contre-attaques ukrainiennes, notamment dans la région de Kharkiv, ont été l'occasion de saisir un volume très significatif de matériel russe, de blindés de type soviétique. Et par exemple, aujourd'hui, la garde nationale, elle est équipée avec le matériel qui a été pris à cette occasion. Voilà. Dans ce cadre, à ce moment-là, le soutien militaire occidental s'organise et s'accroît, tandis que la ligne de front se stabilise et quasiment se fige. Donc la nature de cette aide, d'abord il y a tout le volet de la formation qui a été développé au fur et à mesure pour sans cesse coller aux besoins des Ukrainiens, sans cesse répondre à leurs besoins. Cette formation, elle s'est organisée. Je prends l'exemple de la France avec une formation qui a eu lieu beaucoup en métropole en France et en partie aujourd'hui désormais en Pologne. Voilà. Donc il y a une organisation permanente pour répondre aux besoins, évidemment, qui n'ont cessé d'évoluer, aux besoins évolutifs des Ukrainiens, compte tenu du caractère de la guerre, et d'une formation classique, formation des chefs, à des formations des niches ou des formations de spécialité qui nécessitent un investissement plus long. Voilà. En fait, je pense qu'au début de la guerre, il y a aussi eu dans nos esprits un certain nombre de freins. Les freins, c'était la co-belligérance. Aujourd'hui, ce sujet a un peu disparu, mais au début, c'était la co-belligérance. La co-belligérance, de même que la menace nucléaire, État doté, etc., il faut le dire aussi, a joué en faveur de la Russie parce qu'initialement, ça a été un frein dans le déclenchement d'une aide d'ampleur à l'Ukraine. C'est une réalité. Voilà. Il faut dire aussi que les Ukrainiens sont sous le choc de cette attaque, mais c'est aussi un réveil pénible pour les Européens eux-mêmes. C'est vraiment la prise de conscience, en 2014 c'était à moitié, du retour de la guerre sur le continent européen, de l'existence d'une menace militaire russe immédiatement contre l'Ukraine, mais à moyen long terme vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'OTAN. Et cette évolution, elle percute la réalité des situations de nos armées qui étaient structurées sur une logique de flux au lieu d'une logique de stock. Donc nous avions tout, mais en petite quantité. Et là, soudainement, nous nous rendons compte qu'il faut reconstituer des stocks pour des armements sensibles. Et dans le même temps, nous devons, si possible, puiser un maximum dans ces stocks pour les donner aux Ukrainiens. Donc c'est un dilemme extrêmement fort pour nous. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la cession de matériel, il y a eu tout un tas d'initiatives, il y a des cessions de matériel plus modernes et récents, je pense notamment au César, avec d'ailleurs les Danois qui transfèrent leur César, ça a été rappelé par l'ambassadrice. Et pour ce qui concerne la France, on a cédé aussi des matériels qui, à vrai dire, n'étaient pas loin d'être retirés du service et qui ont l'immense avantage d'être souvent plus simples à entretenir. Voilà. Donc, dans ce cadre, la France, elle a joué un rôle, elle a essayé de jouer un rôle moteur avec toute la séquence des Césars, avec l'AMX-10 RC, qui est un char léger, mais qui vient un peu débloquer la problématique de la fourniture de blindés aux Ukrainiens. Et puis, on fournit des armements de tout type dans tous les domaines. Et ça va jusqu'à, plus récemment, des avions de combat, mais ça va aussi dans des domaines qui sont peut-être moins visibles, mais les plus de 450 véhicules de l'avant blindé que nous avons donnés, moi je peux témoigner comme attaché de défense qu'ils ont été très utiles et qui sont encore très utiles à nos camarades ukrainiens. Et puis on fournit aussi dans le domaine militaire du renseignement, on fournit du carburant, on fournit tout un tas de choses en fonction des besoins de nos camarades ukrainiens. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous observez ce soutien,
la part du soutien américain dans la première partie de la guerre, il est essentiel. Et on le voit en creux au début 2024, quand il y a la perte d'Avdiïka, quand il y a l'attente interminable du supplémental US. Sans l'arrivée du supplémental US, sans doute que le destin aurait été différent pour les Ukrainiens. Voilà. Et en même temps, c'est une leçon majeure. La leçon majeure, c'est nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas dépendre à 100% ou en trop grande quantité des partenaires américains. C'est aussi intéressant d'observer que c'est à cette époque qu'ils ont été capables de renforcer au minimum la ligne de front, qui était sous tension, de constituer ex nihilo une force équipée, tout ça à l'insu des forces russes, pour créer la surprise de Koursk le 6 août 2024, où là, ils ont engagé beaucoup de matériel qu'ils avaient reçu. Voilà. Donc ils ont été capables de gérer cette phase, et c'est extrêmement intéressant. Voilà. Alors, aujourd'hui, nos camarades ukrainiens, ils sont capables de tenir la ligne de front. On voit bien qu'ils ont perdu cette capacité offensive de reprendre l'intégralité du territoire du pays selon les frontières de 1991. Mais à l'inverse, les efforts russes, si on observe les choses avec lucidité, sont très peu récompensés. Le terme récompensé n'est pas bon. Enfin, en tout cas, ne produisent pas les effets sur le terrain rapportés aux pertes immenses que sont capables de leur infliger les Ukrainiens. Voilà. Donc les Ukrainiens, ils ont d'abord, dans cette aide qui s'est organisée au niveau des Européens, de plus en plus de partenaires, il a fallu s'organiser pour être capable d'absorber cette aide. On n'imagine pas la difficulté d'entretenir une telle variété de matériel. Voilà. Sachant qu'on leur a donné des matériels, tous les pays, souvent des pièces détachées, mais des contrats plus ou moins aboutis pour entretenir les matériels, ben, ils se sont organisés et ils ont appris eux-mêmes à entretenir ces matériels. Ils sont capables aujourd'hui de réparer quasi intégralement tous ces matériels, sauf des éléments spécifiques, boîtiers optroniques, etc. Mais ils ont acquis une vraie compétence qu'ils ont développée, et ils ont aussi acquis une compétence à réaliser des pièces. Dans le même temps, ça c'est important en termes de stock, ils ont remis en état tout le matériel ex-soviétique qu'ils avaient dans leur hangar, grâce aux usines notamment à Kharkiv, mais pas seulement. Et puis ils ont remis en état du matériel ex-soviétique qui leur a été donné par souvent des pays de l'ex-pacte de Varsovie. Voilà. Donc ils ont été capables d'absorber cette aide, sachant que c'était à la fois une bénédiction et une complexité supplémentaire. Durant toute l'année 24, donc il y a l'initiative, munitions, des Tchèques, etc. Mais ils ont une difficulté dans le stock des munitions. Et en fait, en permanence, ils ont fait une manœuvre de gestion des pièces d'artillerie par rapport au stock dont ils disposaient. Okay, tel type de canons vont rester tant de temps sur le front, et puis on va les retirer pour mettre un autre type de canon, parce qu'on a les munitions qui peuvent être tirées avec ces canons. Donc ça a été une complexité supplémentaire, mais qu'ils ont gérée. Finalement, ce qui sauve les Ukrainiens, c'est très simple, c'est le fait qu'ils ont eux-mêmes basé la force de leurs armées sur des capacités qu'ils ont eux-mêmes développées. Les drones, la guerre électronique sous l'angle des moyens portatifs, mais aussi tout ce qui est moyens solaires, même si ils n'ont pas le segment le plus sensible, le plus pointu, de type santé et patriote. Voilà. Donc le point clé aujourd'hui, c'est que de fait, les pays européens se sont organisés, il y a des coalitions, il y a tout un dispositif européen qui permet de faire des choses pour l'Ukraine, mais globalement, les pays qui les soutiennent d'un point de vue militaire ont déjà vidé tout leur stock, et donc aujourd'hui, ce sont essentiellement des dynamiques européennes. Cette aide militaire, ce n'est pas uniquement militaire, c'est humanitaire, c'est secteur de l'énergie, c'est tout économique, tous les secteurs de la vie d'un pays, et c'est ça qui est essentiel. Et je pense que le modèle aujourd'hui, c'est des développements communs qui permettent à la fois de répondre aux besoins ukrainiens et à la fois de répondre aux besoins des pays partenaires. Les Ukrainiens, ils ont une force, ils sont capables de produire en masse, très vite et à un coût limité. Donc on voit apparaître des joint ventures, on voit apparaître le développement d'usines encadrées par les Ukrainiens dans des pays européens, et c'est sans doute aujourd'hui ce soutien win-win qui est le modèle d'avenir.
sachant que les Ukrainiens, ils ont une capacité clé à développer encore, ce sont les capacités de frappe de la profondeur de la Russie. Voilà. Donc ils le font essentiellement à travers des one-way attacks, des drones qui sont efficaces, mais qui finalement ont une capacité d'impact qui est assez limitée, et à travers le développement, l'amélioration de leurs missiles, Neptune et le deuxième nom, je vais retrouver, je l'ai perdu. Flamingo, évidemment, excusez-moi, voilà. Et à titre personnel, je pense que c'est dans ce domaine que les Ukrainiens ont le plus d'attentes de les aider à poursuivre le développement de ces moyens de frappe sur la Russie, qui sont les seuls moyens de faire vraiment mal aux Russes. Je suis désolé, j'ai été un peu long et je suis même sorti de mon texte, ce qui est une grave erreur, mais j'ai été emporté un peu par la passion. Merci. Merci, merci beaucoup, Général Martin, pour ce premier point déjà très riche, effectivement. Donc merci beaucoup pour ça. Passons maintenant à la question de l'aide aux blessés. Professeur Choukan, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, dresser un bref état des lieux de l'état de la médecine militaire en Ukraine et nous donner une idée de l'ampleur des besoins dans le domaine de la prise en charge des amputés, notamment qui vous intéresse, et ainsi voir également dans quel domaine l'aide de la France pourrait être la plus utile. Merci pour l'invitation. Je commencerai par dire qu'effectivement, cette médecine militaire ukrainienne, elle a parcouru un extrêmement long chemin. Depuis 2014, surtout lorsqu'on pense à l'état précisément du service de santé des armées à l'époque, et à l'état de l'armée de façon générale, donc démunis, préparés à la guerre, sans personnel formé, sans matériaux adéquats. Et on passe aujourd'hui à un système qui est assez robuste, en tout cas qui tient le choc et cette épreuve du grand nombre de victimes, qui parvient à organiser des fournitures, qu'il s'agisse des fournitures des matériaux de protection ou encore des équipements et des médicaments, et qui assure une prise en charge conséquente donc, d'un grand nombre de blessés. C'est aussi cette médecine militaire, et donc du coup, effectivement, toutes les administrations qui sont derrière, qui est en permanente évolution, et c'est ça qui est intéressant aussi de le suivre de près. Évolution aussi, bien évidemment, en lien avec les évolutions de la guerre. Et donc c'est une médecine militaire qui est interconnectée à la médecine civile. Impossible de se reposer uniquement sur les infrastructures militaires pour tenir ce choc. Un parcours de soins qui a été élaboré de façon précise avec cette question d'évacuation des lignes de front et prise en charge en fait très proche de la ligne de front, jusqu'à ensuite la réadaptation physique et psychologique donc dans des établissements du centre et de l'ouest du pays. C'est une médecine militaire aussi qui révise régulièrement ses protocoles médicaux. Juste pour vous donner deux exemples, les transfusions près des lignes de front n'étaient pas pratiquées en 2022. Elles le sont depuis 2023. Ou encore toute cette réflexion sur l'usage du garrot tourniquet. Pendant longtemps, la consigne était de ne pas le toucher à partir du moment où il était appliqué. Aujourd'hui, vu la longueur de l'évacuation, bien sûr, la conversion en fait, devient la principale consigne. Elle est encadrée par les paramédics et les médics lorsqu'il y a des communications, lorsque les radios fonctionnent. Je vais resserrer un tout petit peu la focale et parler du programme étatique de prise en charge des amputations de guerre, qui est effectivement mon domaine de spécialité, et qui est aussi à l'image de ces évolutions, puisque ce programme a été mis en place en 2016 pour la première fois, et donc depuis n'a cessé d'évoluer, à la fois du point de vue technologique, et donc des solutions proposées, des formations des personnels, mais aussi des montants de prise en charge, des remboursements. Si en 2016, par exemple, pour une prothèse de membre inférieur, l'État ne pouvait proposer que 2 000 €, aujourd'hui, c'est une prise en charge extrêmement conséquente, jusqu'à 80 000 € pour une prothèse de membre inférieur et 90 000 pour une prothèse de membre supérieur. C'est aussi, donc c'est une prise en charge qui permet des solutions technologiques les plus sophistiquées. Je ne veux pas vous embêter avec les fabricants et les noms de prothèses, mais les prothèses génomicroprocesseurs, c'est ce que les combattants ukrainiens obtiennent en fait au terme de ce programme d'appareillage prothétique. Là où ça devient compliqué, et la question que vous m'avez posée, c'est l'évaluation des besoins de prise en charge.
en sachant qu'on est bien sûr dans un contexte de guerre et que les données précises sur le nombre de victimes relèvent du secret défense, qu'il y a énormément de spéculation autour du nombre de blessés en Ukraine. Vous avez tous vu des chiffres de 70 000 personnes, et par manipulation chirurgicale, 100 000 personnes données dans les journaux. Or, les chiffres... Pour les imputés, bien sûr. Je parle des amputations traumatiques de membres supérieurs ou inférieurs. Or, les chiffres officiels tels qu'ils sont communiqués dans les différents textes et qu'on les trouve sont moindres. Et en fait, on est depuis 2022 et jusqu'à la fin de 2025 officiellement à 24 000 actes chirurgicaux. Et ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il y a 24 000 personnes amputées. Mais dans ces actes chirurgicaux, il y a première amputation, mais ça peut être des réamputations suite à des complications telles que les neuromes et les ossifications. En tant que chercheuse en sciences sociales, je n'ai aucun moyen de vérifier. Et encore une fois, je me trouve aussi dans ces difficultés d'évaluation de la prise en charge. Mais ce que je vois précisément, c'est la façon dont les reconstructions du corps sont assurées à travers le système d'appareillage prothétique qui est très développé. Il y a près de 80 entreprises d'appareillage prothétique qui travaillent d'après le programme étatique, et donc à 95%, en fait, il s'agit de fonds publics qui sont mobilisés pour assurer la prise en charge prothétique. Il y a 3 grandes fondations, donc la charité privée est présente bien évidemment, et productrice d'un grand nombre d'images et de communications, et c'est certainement les lieux que vous connaissez le plus en tant que lieux de prise en charge, qui ont des moyens disproportionnés, mais qui assurent une prise en charge d'un nombre peu significatif du patient. Si on prend l'exemple de Superhumans, dans leur communication officielle, depuis 2023 et leur existence, ils ont appareillé 2000 personnes. Même si on prend cette fourchette basse, 24 000 amputations, c'est quand même extrêmement peu et faible. Et aussi dans le besoin, ce qu'on voit, c'est bien sûr lié aux conditions de la guerre, c'est cette multiplication des polytraumatismes. Donc on n'est pas seulement amputé, il n'y a pas seulement une amputation, donc c'est souvent une amputation, multiplication des doubles amputations et notamment des amputations hautes de membres inférieurs. Et ces dernières années, on voit une augmentation des amputations de membres supérieurs, très haute, avec des articulations au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule si c'est pour les membres supérieurs, et de la hanche donc pour les membres inférieurs. Il s'agit d'amputations extrêmement difficiles à appareiller, et donc des situations de handicap assez conséquents pour les combattants. Pour ce qui est de la fabrication, et si on regarde aussi, et c'est un élément qui nous permet de juger l'efficacité de cette prise en charge, la fabrication tant des capsules donc, qui tiennent le membre résiduel et auxquelles se fixe la prothèse est assez fluide. Il n'y a pas de retard, en tout cas, et beaucoup d'attentes pour accéder à l'appareillage prothétique. Si on prend l'exemple d'une amputation du membre inférieur en dessous de genou, transtibial, c'est plus ou moins 3 semaines d'attente. Et donc, à partir du moment où, bien sûr, le membre résiduel est formé. Et c'est là où il y a une grande difficulté. Lorsqu'il y a des polytraumatismes, bien sûr, on peut avoir une autre jambe cassée, et donc on ne peut pas accéder très rapidement à tout ce parcours de soins prothétiques. Et donc, on a vu, comme je l'ai évoqué aussi, une multiplication de ces amputations compliquées, double, triple, voire même des cas d'amputation quadruple. Et là où il y a des difficultés en ce moment aussi, c'est cette prise en charge des amputations très hautes de membres supérieurs. À la fois parce que technologiquement c'est beaucoup plus compliqué à appareiller, et parce que précisément là-dedans il y a des manques, il y a assez peu de spécialistes en Ukraine, prothésistes, orthésistes, donc qui savent intervenir sur ce type d'amputation, ce qui fait que des files d'attente sont plus longues. On peut attendre jusqu'à 2 mois, voire 3 mois, 4 mois parfois, avant d'être prise en charge. Mais du point de vue de l'évaluation de ce système, je dirais qu'elle tient bien. Il fournit des financements très conséquents. Et là où il y a des faiblesses encore et où l'action d'appui et d'aide serait nécessaire, c'est certainement sur la formation. En fait, l'Ukraine s'est engagée à partir de 2024 dans la professionnalisation
de la fabrication des prothèses et des orthèses, avec des cursus de formation qui ont été mis en place dans 4 grandes universités médicales, à Lviv, à Kiev, à Ternopil et à Kharkiv. Donc des formations en baccalauréat d'abord, donc c'est l'équivalent de la licence, et ensuite en master, avec cette idée que d'ici 2028, l'objectif tel qu'il a été fixé, c'est de voir 300 000 spécialistes, donc prothésistes, orthésistes, et c'est dans cette direction que l'Ukraine avance, et là des appuis forts sont nécessaires. Mais je reviendrai peut-être aussi, je vois que mon temps est presque écoulé, je reviendrai sur ces besoins et les possibilités d'aide et d'appui à fournir à l'Ukraine. Merci. Merci beaucoup, professeur Choukan. Sur la question également de l'aide aux blessés, pour prolonger cette question, professeur Trouslar, les pouvoirs publics ukrainiens estiment aujourd'hui que 5 millions de personnes en Ukraine ont besoin d'une aide psychologique. Étant donné la brutalité des combats dont on a parlé et dont témoigne le nombre de morts et d'amputés, de nombreux vétérans sont et vont être confrontés à des syndromes de stress post-traumatique. Quels sont les défis de la prise en charge de masse de ces troubles ? Merci beaucoup pour cette question et surtout d'ouvrir effectivement ce champ des besoins au champ psychique et de le poser comme un enjeu majeur, non pas après-guerre, mais vraiment dans le cadre de la guerre, parce que cet enjeu de santé, il va contribuer pendant la guerre à la cohésion sociale, bien sûr, mais aussi à la capacité de défense. Et donc, il est important et essentiel de bien le situer comme un enjeu qui est directement immergé et qui participe en tout cas à ce dont on a besoin dans la guerre de haute intensité. Ces 5 millions de personnes avec cette étiquette de troubles de stress post-traumatique, il est important de considérer que c'est des situations qui sont en fait très différentes et que si effectivement il y a des blessés tels qu'on les présente classiquement, tels qu'ils sont décrits, des amputés, des vétérans qui sont soumis à l'ensemble des pathologies que l'on décrit dans le cadre de la guerre. En fait, le trouble de stress post-traumatique dans le cadre de guerre est un petit peu différent de ce qu'on apprend dans les manuels et de ce qu'on a l'habitude de voir dans des situations ou des pays pour lesquels finalement les définitions et les descriptions médicales correspondent précisément à ce qu'on peut observer. De façon très simple, d'un point de vue neuroscientifique, le trouble de stress post-traumatique, c'est un apprentissage en une fois que ce qu'on vient de vivre est dangereux, ce qui veut dire que le cerveau est bien fait, puisque c'est utile d'apprendre que cette situation est dangereuse. Pour autant, il fait suite chez certaines personnes, et parfois avec un certain délai, à un défaut d'extinction de cet apprentissage. Si le monde n'est plus dangereux, il est plus utile d'être sur le qui-vive et d'avoir finalement mis en place cette réponse, qui est une réponse qu'on rapproche du conditionnement de peur. Donc c'est vraiment très utile d'apprendre en une fois qu'une situation est dangereuse, mais il faut l'éteindre après. Et donc on connaît extrêmement bien maintenant dans le cerveau des réseaux cérébraux qui sont impliqués, et le mot de blessure psychique qu'on utilise dans les armées française est à juste titre une blessure psychique avec des lésions que l'on peut décrire et visualiser à l'imagerie cérébrale. Au-delà de ce trouble de stress post-traumatique, et pourquoi cette question est importante, c'est qu'en fait il faut considérer un continuum de stress qui ne va pas toucher que les vétérans, mais bien sûr les enfants, les familles, évidemment tous les militaires qui vont souffrir aussi de blessures physiques. Et sur le plan psychiatrique, il faut prendre en compte l'ensemble de ces cas de figure. Ça va des jeunes enfants qui finalement vont vivre de l'adversité. L'adversité étant finalement une situation de stress répété à un moment où le cerveau se développe et qui finalement va faire des adultes pour lesquels les capacités de régulation émotionnelle, le risque sanitaire en soi est aggravé. Donc on a déjà tout cet enjeu d'adversité. On a bien sûr toutes les pathologies pour lesquelles le stress est permissif et les infections sont finalement acutisées par des états de stress chronique sans être forcément traumatiques. Bien sûr, le trouble de stress post-traumatique, on en a parlé juste avant, mais au-delà de tout ça, il y a aussi le risque intergénérationnel, transgénérationnel, qui s'appuie finalement sur des mécanismes épigénétiques que l'on commence à voir ou à comprendre de façon de plus en plus précise et qui résultent de données qu'on a pu recueillir et de prélèvements sanguins qu'on a pu faire au niveau du Rwanda ou de certaines zones de conflit, mais également de catastrophes. Donc le stress post-traumatique est évidemment au cœur
majeur, mais on ne doit pas penser uniquement en termes de troubles de stress post-traumatique. Donc ce cadre général, il nous amène à plusieurs défis. Un premier défi qui est celui du changement d'échelle, puisque finalement, si les besoins sont massifs, il faut évidemment organiser une réponse en plusieurs niveaux, comme en médecine de catastrophe. C'est quelque chose qui est assez bien pensé et pour lesquels les structures sanitaires sont assez bien formées. Donc ces plusieurs niveaux, ils ne vont pas vous surprendre. Le premier, c'est la proximité. C'est une approche qui a été modélisée dès la Première Guerre mondiale par un médecin américain qui s'appelait Salmon, qui a posé finalement un certain nombre de principes de l'avant. Le premier, c'est le principe de proximité. Alors, il l'a pensé pour les vétérans, mais c'est tout à fait adaptable aux populations qui ne sont pas sur les premières lignes. Cette proximité, elle implique de rester proche du front, mais protégé. Ce qui permet finalement de mettre en place des soins immédiats. Et ces soins, ils vont être basés, à l'époque, ça s'appelait l'espérance, mais maintenant on sait bien que c'est finalement une stimulation des zones du cerveau qui contribuent à calmer ce conditionnement de peur. Il faut rester fonctionnel sur le plan de la cognition. Parce que cette cognition, c'est celle qui va permettre au cerveau de se réparer et donc d'éteindre ce conditionnement de peur. Un autre principe est celui de la simplicité et les règles de comportement de santé, bien dormir, bien manger, avoir de l'attention des autres font aussi partie de ces principes de Salmon. Et le dernier s'appuie sur la gestion de l'optimisation des flux et du triage. Donc vous voyez que les choses étaient déjà clairement posées dès les années 2017, dès la Première Guerre mondiale. Le deuxième niveau qu'on peut souligner dans cet enjeu de changement d'échelle, c'est les enjeux de repérage et d'orientation, mais nous y reviendrons. Et puis le niveau spécialisé est finalement celui qui va être déployé comme ce qui vient d'être décrit pour les amputés, avec tout un réseau de prise en charge psy qui est extrêmement créatif au niveau de ce que met en place l'Ukraine, qui finalement accueille tout ce qui pourra faire du bien à ces blessés psychiques au sens large. Donc ce défi, il n'est pas que thérapeutique, il est surtout organisationnel. Le deuxième défi, c'est cet enjeu du repérage juste, puisque finalement, en contexte de guerre, c'est juste normal de ne pas dormir, d'avoir peur et de vivre avec l'incertitude. Et le cerveau, il n'est pas fait pour vivre avec l'incertitude. Un cerveau, ça sert à agir. Et donc, dès lors qu'on est dans une situation où finalement on n'a pas de compréhension claire de l'environnement, on est en état de stress. Donc cet enjeu de repérage, il faut à la fois le regarder comme un enjeu de surpathologisation, puisque finalement, il est normal d'être stressé et d'avoir des symptômes de stress, mais aussi un enjeu de banalisation de ces symptômes. Et donc, toute la finesse clinique est dans ce double enjeu quelque peu antinomique. Cet enjeu, finalement, nous aide à poser la question sous une autre forme qui est quel besoin on a, avec quel niveau d'aide, à quel moment et dans quel environnement. Et là-dessus, on n'est finalement pas si bon. On est assez bon dans la prise en charge du trouble de stress post-traumatique, mais dans ce repérage du besoin, la finesse clinique est importante et finalement, c'est peut-être un enjeu majeur de cette prise en charge. Troisième défi, c'est la temporalité, puisqu'on est sur du temps long, de la traumatisation et du stress chronique qui va se répéter. Et donc, il va falloir articuler à la fois l'urgence, mais aussi la durée. Bien sûr, il faut articuler cet enjeu avec un enjeu de prise en charge combinée du physique et du psychique, ce qui nous amène à un dernier enjeu qui est celui de la ressource humaine, puisqu'effectivement, nous n'avons pas dans aucun pays suffisamment de soutien psy formé pour prendre en charge l'ensemble des besoins. Donc cet enjeu de ressources humaines, il va impliquer de penser une formation au plus près de paramédics, mais aussi de sentinelles qui vont aussi nous ancrer dans un respect de la confiance et de la culture dans laquelle on va exercer cette prise en charge, puisqu'il faut bien adapter la manière dont on prend en charge le besoin psychique dans la culture du pays dans laquelle on le prend en charge. Deux petits points pour ne pas dépasser mon temps de parole. Cet enjeu psychique, il renvoie à un enjeu médico-légal aussi, puisque finalement, le quadrillage de prise en charge va permettre d'avoir des premiers éléments en lien avec des exactions ou d'autres violences de guerre. Et ça pose les médecins et les soignants au sens large dans une double injonction, là encore, qui va être celle de peut-être recueillir des éléments importants pour pouvoir documenter des violences, mais aussi un respect éthique. Et souvent, ce premier réseau de soins est la seule zone de confort ou de confiance ou la première zone de confiance.
Au-delà de tout cet enjeu, il y a un petit point qui n'a pas été du tout abordé, mais si vous avez des questions, on pourra l'aborder à l'issue de cet échange sur cette question, qui est celui de la blessure morale, qui est souvent sous-documentée et qui ne donne pas forcément de signes cliniques extrêmement clairs, mais qui va questionner ce qu'est la dignité, l'humanité, et qui amène finalement à un véritable bouleversement de la société et des hommes. Et cet enjeu de blessure morale, il est probablement beaucoup plus prégnant que l'attention qu'on y porte. Merci. Merci beaucoup, professeur Trousselard. Et c'est d'autant plus que vous faites le lien à la fin avec également l'apport de professeur Choukan sur la question de l'enjeu de la formation. Passons à la question de l'adaptation du soutien militaire. Général Boyard, en tant que conseiller spécial du président d'Arcus, et en vous fondant justement sur cette expérience des relations commerciales dans le contexte de la guerre en Ukraine, quelles sont les principales difficultés que les industriels de défense français et européens rencontrent sur ce terrain, l'idée étant que identifier ces difficultés, c'est aussi trouver des moyens peut-être de les surmonter pour permettre d'aider davantage l'Ukraine. Je sais pas si... Oui, si, c'est bon. Oui, donc pour répondre à cette question et à la question sous-jacente, peut-on faire mieux, plus, etc. Je rejoins un peu ce qu'a dit le général Martin. Il y a quand même énormément de choses qui ont déjà été faites. Et pour que vous puissiez vous faire votre opinion sur cette question pour le volet de l'industrie de défense et des équipements, je voudrais simplement vous dresser dans un premier temps un peu un état de l'art de ce qui a été fait, de ce qui existe, par grande catégorie, on va dire. Donc comme ça a déjà été mentionné, depuis 2022, énormément d'aides, d'initiatives, beaucoup de dons d'équipements dans un pays en guerre, ça a été dit, avec un pays qui potentiellement a des priorités multiples et parallèles, comme on vient de le voir avec les interventions de nos chercheuses dans le domaine des blessés. Et dans un tel environnement, une entreprise de défense qui est amenée à interagir, même si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faille aider l'Ukraine et de consentir les efforts les plus grands possibles, une entreprise de défense va se positionner par rapport à toutes ces variables, si on veut, de manière à voir comment fonctionner au mieux. La première variable, ça va être les cessions d'équipements qui ont été évoquées, et également les instruments, au sens les mécanismes de dons, de financement qui auront été organisés par soit les États, soit par des organisations internationales comme l'Union européenne. Donc ces cessions étatiques, les industriels de défense, tous segments confondus, vont généralement intervenir en amont de la cession pour régénérer les équipements avant qu'ils ne soient donnés, cédés aux forces ukrainiennes. On l'a fait en France, mais ça s'est fait en Allemagne, ça se fait dans tous les pays qui ont cédé des équipements. Il y a eu cette intervention des industriels. Donc là, quand les armées sollicitaient l'industrie, l'industrie a répondu. Alors, dans le cas français, généralement, comme le général Martin le rappelait, il s'agissait d'équipements qui étaient en service. On avait bien sûr déjà des marchés permettant le maintien en condition, la régénération de ces équipements. Et donc tout ça est passé dans un flux qui a permis donc, en l'occurrence à la France, de soutenir, de consacrer une partie de son propre budget pour soutenir l'équipement des Ukrainiens. Il y a également eu des États européens qui ont, Gérald Martin le mentionnait, et l'ambassadrice ce matin aussi, qui ont donc acquis des équipements pour les céder à l'Ukraine. Typiquement, c'est ce qu'a fait le Danemark, mais il n'y a pas que le Danemark, l'Allemagne l'a fait aussi,
la Belgique l'a fait également. Hein, c'est donc ce qu'on a appelé le modèle danois, puisqu'en fait c'est les Danois qui ont commencé, donc bon, ça tombe bien puisque c'est le pays qui est à l'honneur pour ce PDSF, mais donc le modèle danois qui consiste pour un État européen ou un État à acquérir des équipements pour les céder ensuite à l'Ukraine. Et puis ensuite, une fois que ces équipements sont sur le théâtre des opérations, bah forcément il y a des pertes, donc de la casse, des dommages, pas des pertes, pardon, des dommages, et il faut les entretenir. Donc il y a une phase de maintien en condition. Alors, dans un pays un peu particulier, puisque le tissu industriel ukrainien est quand même très bien maillé. L'Ukraine a une population qui est très industrieuse, et très technique. Il ne faut pas oublier que c'était un petit peu le berceau industriel de l'ancienne Union soviétique. Donc, nous, typiquement, dans mon entreprise, on n'a pas eu de demande des Ukrainiens pendant quasiment 2 ans. Alors même qu'ils avaient des centaines de véhicules qui sortaient de chez nous, enfin qui étaient de notre. Voilà. Ils se sont débrouillés pendant 2 ans pour faire rouler tout ça. Hein. Donc voilà. Voilà. Dans tous ces cas de figure, se pose quand même la principale contrainte, qui est celle du financement. C'est-à-dire qui paye tout ça. Alors, dans le cas que j'évoquais, où la France donne du matériel et le fait régénérer par les marchés qu'elle a déjà ouverts avec ses propres industriels, je ne dirais pas que c'est gratuit, mais enfin, en tout cas, c'est sans douleur supplémentaire pour les finances publiques françaises, et c'est gratuit pour les Ukrainiens. Voilà. Dans le cas où le Danemark achète des canons César aux entreprises françaises pour les donner aux Ukrainiens, le problème est résolu du point de vue des entreprises françaises, il est résolu du point de vue danoise. Voilà. En gros, pour vous montrer les 2 modèles un peu extrêmes. Puis vous avez toute une palette de variations entre les deux, hein, où tel État européen voudra à tel moment soutenir son industrie et misera sur la partie défense compte tenu d'autres événements, d'autres déboires qu'il peut avoir dans d'autres secteurs industriels, et donc n'aura pas trop de retenue pour financer son industrie afin d'aider l'Ukraine. Voilà. Bon, vous comprenez bien que dans le cas français, compte tenu de l'état de nos finances publiques, c'est le genre de montage qui est quand même assez compliqué à mettre en œuvre, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Donc très rapidement, un certain nombre d'entreprises, dont la mienne, nous sommes intéressés à l'écosystème local, puisque au bout du bout, c'est quand même l'Ukraine qui a besoin d'équipements. Et donc on s'est rapproché de partenaires locaux. L'écosystème local, ça n'a pas trop été évoqué, mais il y a pas mal de travaux qui ont été faits dessus par des journalistes ou des chercheurs. Il est extrêmement décentralisé. Et donc il y a une espèce de souplesse en Ukraine sur les marchés publics, sur les modes de financement. Quand je dis souplesse, c'est pas péjoratif. Hein, c'est pas que comment dire. Les Ukrainiens ne font pas n'importe quoi, mais ils ont des possibilités. Tout à l'heure, notre ministre délégué parlait de simplification des normes pour faciliter l'industrie de défense. Bon, voilà, en Ukraine, il y a un pragmatisme qui fait que les normes sont simplifiées à leur extrême limite pour les besoins de la guerre. Donc voilà. Donc il y a vraiment localement une souplesse, une décentralisation qui offre clairement pour les entreprises européennes un certain nombre d'opportunités, tout en sachant qu'il est au final quand même compliqué de concrétiser des contrats, d'autant plus que vous imaginez bien qu'il n'y aura pas de contentieux. On n'ira pas devant une cour de justice d'arbitrage si on a un problème de contrat avec une société ukrainienne ou avec l'État ukrainien. Donc vous imaginez bien que pour une entreprise, il y a des opportunités, il y a de grosses prises de risques, mais après tout, c'est le métier des entreprises de
de balancer ses opportunités et ses risques. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de choses qui se passent. Et vous observerez différents modèles. Vous avez, alors pas tellement d'entreprises françaises, mais des entreprises en particulier allemandes qui font, on a parlé de joint ventures qui se faisaient sur place, mais qui construisent des infrastructures industrielles sur place dans une joint venture. Voilà. Et sinon, énormément de partenariats avec des entreprises et locales, et donc des contrats d'entreprise à entreprise, charge ensuite aux entreprises ukrainiennes de contractualiser avec leur propre gouvernement. Voilà. Quand il y a des financements, il s'agit certes de dons ou de financements, mais régulièrement, ça peut quand même être perturbateur, puisque vous comprenez bien qu'il y a un enjeu de financement, et qu'une annonce faite par un État européen d'un don massif, ou par l'Union européenne d'un don massif à l'Ukraine, peut créer le doute chez les Ukrainiens sur la nécessité d'aller eux-mêmes trouver les financements nécessaires. Voilà. Sinon, très globalement, ça sera... Enfin, ce que j'observe, c'est que c'est très au cas par cas. La manière dont le soutien en munitions ou en défense solaire antimissile dont on a parlé, voire même en cyber ou en système d'information, est très différent de celui des plateformes, des véhicules, des avions, des bateaux. Et donc ce soutien n'est pas aussi simple pour cette dernière catégorie que pour la première. Et enfin, ne sous-estimez pas le jeu des livrables politiques des États donateurs sur la scène internationale et dans les équilibres géopolitiques, qui souvent perturbent un petit peu le déroulement un peu rationnel de ce genre d'activité. Merci. Pour poursuivre et préciser justement cette question des besoins dans l'adaptation du soutien militaire, Capitaine Pinel, pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur d'abord l'importance de la supériorité aérienne et nous expliquer en quoi elle dimensionne le rapport de force et les options stratégiques, tout en précisant ce que vous en déduisez donc sur les priorités du soutien? Merci beaucoup pour votre question. Alors moi, je travaille au CESA, c'est à 200 mètres d'ici, c'est un organisme d'acadème. Et nous, en fait, on porte la réflexion stratégique au profit, entre autres, de l'armée de l'air et de l'espace. Et donc, mon propos va s'inscrire dans ça, c'est-à-dire qu'on étudie les affrontements militaires entre puissances aérospatiales. Et ce qu'on observe, puisqu'on publie nos analyses en source ouverte, elles sont consultables sur Internet, on observe qu'après 4 ans de guerre, aucun des deux camps n'est en mesure d'acquérir la supériorité aérienne. Alors ça s'explique par deux choses. Côté ukrainien, c'est très clair, c'est dû à une insuffisance de moyens. Côté russe, il y a trois raisons principales. La première, elle est d'ordre doctrinal, c'est-à-dire que dans la doctrine militaire russe accorde une place prépondérante au feu, à la supériorité des feux délivrés par l'artillerie. Au niveau opératif, ça se traduit comment? Ça se traduit par en fait un système de commandement et de contrôle, le C2R, qui est relativement peu intégré au sein de la manœuvre globale russe. Concrètement, au niveau tactique, ça se traduit par en fait les forces aérospatiales, les VKS, qui sont majoritairement cantonnées à un rôle d'appui aux opérations terrestres. Alors, si on fait un peu de cinématique, à partir de la contre-offensive ukrainienne qu'a mentionné le général à partir d'octobre 2022, puis qui s'est continué en 2023, on constate que Russes et Ukrainiens, depuis cette période-là de mouvement, se retrouvent confrontés à une guerre de position. Une guerre d'attrition coûteuse, où, il faut tenir le long d'une ligne de front, avec des tranchées, c'est un peu la guerre de Verdun, mais en mode dronisé, voilà. Et d'autre part, pour retrouver une certaine liberté d'action, à mener des frappes dans la profondeur. Et on constate que là où les lignes ukrainiennes résistent, sur le long de la ligne de front, c'est là où en fait les systèmes de défense solaire ukrainiens ont réussi à repousser les chasseurs bombardiers russes au-delà de la portée de leurs armements, ce qui réduit considérablement l'effet militaire délivré par la puissance aérienne russe. On le voit très bien sur l'exemple de la bataille d'Avdiivka, où les Russes ont employé massivement des bombes aériennes planantes pour essayer de compenser ce différentiel
de distance et d'élongation qui était imposé par, on va dire, un renforcement de défense solaire ukrainien. Et une fois que, fort d'une supériorité aérienne locale et temporaire autour d'Avdiivka, la bataille s'est gagnée plus rapidement, contrairement au succès relativement laborieux et très coûteux en vie humaine sur la bataille de Barmout. Ça pose la question, ça aussi, sur la résilience de la défense ukrainienne à l'échelon du théâtre, de la défense aérienne du théâtre ukrainien. On se rend compte que, face aux frappes dans la profondeur, tous les jours, c'est des centaines de vecteurs qui pénètrent l'espace aérien ukrainien, des centaines de drones, Guéran, Shahed, des dizaines de missiles balistiques, des dizaines de missiles de croisière, des dizaines de missiles hypervéloces. La résilience de la défense ukrainienne, elle tient grâce à une chaîne de défense aérienne intégrée, courte portée, moyenne portée, longue portée pour les systèmes de défense solaire au sol, et grâce à des chasseurs en l'air. Et on voit bien que cette efficacité de la défense aérienne, elle a été progressivement renforcée par des livraisons de matériel occidental. SAMP pour la défense solaire, Patriot, avions de chasse F-16 dans un premier temps, puis Mirage 2000, qui prennent une part importante dans l'interception des menaces aériennes qui pénètrent l'espace aérien et qui, en particulier, sont très efficaces pour l'interception des missiles de croisière et ces centaines de drones Shahed qui franchissent l'espace aérien dans le cadre des attaques multivectorielles russes. Donc de ce constat, qu'est-ce qu'on peut en déduire concernant les priorités du soutien à l'Ukraine? La première, c'est que la défense militaire de l'Ukraine gagnerait en efficacité si sa défense aérienne était renforcée par des moyens au sol, système de défense solaire, moyens de commandement de la défense aérienne, et en l'air, chasseurs. Et les Ukrainiens sont beaucoup adaptés pour compenser les matériels par des modes d'action innovants, mais peut-être qu'on reviendra sur la deuxième partie de la table ronde. Donc, une première priorité autour du renforcement de sa défense aérienne. Et une deuxième priorité, quand on parle aux Ukrainiens, qu'on leur demande comment neutraliser le plus efficacement les drones Shahed, ces centaines de drones qui franchissent l'espace aérien, ben, ils nous disent, le plus simple, c'est de cibler directement ses capacités sur le territoire de la Fédération de Russie, les sites de lancement et le complexe militaro-industriel qui a produit ces drones en masse. Donc voilà, un renforcement de la défense aérienne et des capacités de frappe dans la profondeur, capacités de frappe qui peuvent être terrestres, aériennes ou navales. Et on a bien vu l'innovation autour des drones de surface en mer Noire, qui a réussi l'exploit de chasser toute la flotte et la liberté d'action russe de la mer Noire avec une innovation. Retrouver une capacité de frappe à défaut de systèmes onéreux et à défaut de capacité de frappe dans la profondeur, par de l'innovation, et je pense qu'on en reviendra là. J'avais que 6 minutes pour... je vais m'arrêter ici, et tous ces points-là sont disponibles dans nos publications, vous pouvez retrouver de manière plus amplement décrite. Merci beaucoup, capitaine. Alors, pour cette deuxième partie de séance, on va se focaliser sur les obstacles, en fait, à la montée en puissance du soutien militaire et de l'assistance humanitaire, de l'aide aux blessés. On posera 2 questions, et l'idée, c'est un peu de croiser les points de vue et de multiplier les perspectives. Alors, une première difficulté qui a déjà été identifié dans l'aide aux blessés a trait aux disparités régionales. Dans certaines régions d'Ukraine, notamment dans l'Ouest, les initiatives privées et publiques ne manquent pas, en fait, pour prendre en charge les blessés graves, qu'ils soient amputés ou qu'ils souffrent de troubles post-traumatiques. D'autres régions, en général plus proches de la ligne de front, ou de la zone de combat sont beaucoup moins bien pourvues. Comment répondre à ce problème? Est-ce que vous avez toutes les deux souligné l'importance de la formation des formateurs? Est-ce que c'est une piste à explorer? Merci. Qui commence? Merci beaucoup pour la question, et je veux peut-être un tout petit peu élargir la focale aussi en commençant par cette idée qu'en fait, quand on réfléchit à la prise en charge de la blessure, il faut la penser de façon large, par étapes, et des réponses donc différentes à différentes étapes qui vont de la prévention ou de la minimisation en fait des dégâts corporels jusqu'à ensuite l'inclusion sociale en fait du blessé. Et donc il faut agir à ces différentes étapes. Je vais être brève, mais je vais essayer d'énumérer, après on pourra ouvrir la question. Ce qu'on voit, notamment ce qui se fait, et l'accent qui est placé en Ukraine aujourd'hui, du point de vue de l'évacuation, c'est le développement des robots modulaires.
l'évacuation est extrêmement longue. Et en fait, tous les protocoles qui étaient écrits pour une évacuation en 1 heure, la fameuse Golden Hour, ne tiennent pas. Et donc l'accent est placé aujourd'hui là-dessus. Et de plus en plus dans les entretiens que je fais avec les imputés, en fait, c'est des situations extrêmement longues d'attente et donc bien évidemment de stress pour les personnes dans ces conditions. Un autre élément aussi dans cette chaîne d'évacuation, c'est ces postes avancés de chirurgie mobile tels qu'ils ont été pensés depuis la Première Guerre mondiale. Je vois qu'elle reste une grande référence. Et là, avec l'attention, comment les rapprocher du front, vraiment de la ligne de front en fait, dans la zone où il y a déjà les drones et assurer en même temps cette prise en charge médicale très correcte, ne pas dégrader la prise en charge. Et ce que je vois, c'est que c'est des solutions expérimentées notamment par la société civile, à la fois tant du côté français que ukrainien, qui est les plus innovantes et qui méritent notre attention. Je pense à ces conteneurs blindés et médicalisés, en fait, qui sont peu chers, qui sont hyper bien équipés et qui permettent de lutter aussi contre les infections tout en apportant une aide chirurgicale très, très rapide. Ensuite, pour la prise en charge des amputations et donc le travail d'appareillage prothétique, effectivement, il faut éviter toute cette concentration de ressources qui peut paraître naturelle. Il est compréhensible qu'on ne fasse pas ce travail d'appareillage prothétique près des lignes de front. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier que dans une ville comme Kharkiv, qui est sur la ligne de front, il y a 1 million d'habitants, il y a nécessairement des combattants qui vont rentrer à Kharkiv et vont avoir besoin aussi de ce travail prothétique. Mais ce qu'on voit, c'est surtout cette concentration à la fois dans les régions de l'arrière, mais aussi autour d'un certain nombre de centres. C'est ça que je recommanderais vraiment d'éviter, puisque quand on va de centre en centre, on voit des disparités énormes entre les fondations privées à Lviv et les établissements publics. Et j'en viens précisément, si on veut aider à construire un système d'appareillage prothétique stable et durable, il faut le relayer à l'État. Il y a des établissements publics, à la fois de réadaptation physique ou psychologique, mais aussi des établissements d'appareillage prothétique. Je pense à 2 entreprises. En Ukraine, il y a 2 entreprises publiques d'appareillage prothétique. Et ce n'est pas des entreprises au sens soviétique, subventionnées par l'État et qui ne font pas des bénéfices. C'est des entreprises qui travaillent dans une économie de marché, qui produisent des bénéfices et qui prennent en charge un grand nombre de blessés. Et donc, en fait, il faut les aider, puisque quand on va les voir aussi, et toutes ces conditions dans lesquelles les blessés sont pris en charge, on voit une grande différence. Encore une fois, ces disparités régionales, elles sautent aux yeux. Et je finirai peut-être sur ces questions de sortie des établissements de soins, ce que je vois aussi à quel point c'est extrêmement compliqué pour les combattants de les quitter. Il reste jusqu'à 1 an, en fait. Tout ce travail entre formation du membre résiduel, ensuite travail d'appareillage prothétique, prise en main de la prothèse, réapprentissage de la marche. Et au bout d'1 an, lorsqu'ils sortent, en fait, les centres de soins, là où ils sont entre eux, parmi les frères d'armes, donc les mêmes socialisations, c'est là où le retour à la vie civile est extrêmement difficile, surtout qu'ils sont censés rentrer chez eux. Et parfois, ils viennent des régions très rurales. Ils n'habitent pas nécessairement dans les grandes villes. Et donc, cette question d'inclusion sociale est extrêmement importante et qui passe à la fois par l'emploi. On met aujourd'hui l'accent en Ukraine sur l'entrepreneuriat, mais tout le monde ne va pas devenir entrepreneur. Donc, il faut penser en termes de reconversion professionnelle et donc des formations disponibles également. Inclusion de l'espace public. Pareil, une grande disparité régionale entre Lviv qui met énormément de moyens et des plus petites villes ou encore communautés locales rurales qui ne peuvent pas mobiliser ces moyens. Et je finirai peut-être sur ces questions de sport, le handisport, à la fois puisqu'il y a des infrastructures déjà existantes, mais qui parfois ont besoin de rénovation, tout simplement. Et il y a d'initiatives vraiment très remarquables portées par la société civile, mais aussi par les acteurs publics. Merci. Juste faire un commentaire complémentaire d'1 minute. Sur la géographie, finalement, c'est le dispositif militaire qui a comme résultat cette géographie. En fait, les gens ceux qui survivent vont jusqu'aux hôpitaux principaux. Il y en a beaucoup dans la région de Dnipro, Kharkiv, etc. Une fois qu'ils sont transportables, ils sont envoyés à l'hôpital militaire de Kiev. Et ensuite, quand ils ont reçu la Xème opération, ils sont envoyés vers l'ouest, où là, il y a une myriade d'établissements qui les accueillent. C'est pour ça qu'il y a cette question géographique. Sur la mention des robots pour l'évacuation, oui, je suis d'accord avec vous. Je tiens néanmoins à mentionner que ces robots d'évacuation sont une cible prioritaire pour les Russes. C'est la triste réalité, non-respect du droit international humanitaire. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a des robots qui vous évacuent que vous survivez. C'est presque même quasiment encore plus dangereux. Sur le déploiement de moyens vers l'avant,
PC, vous avez parlé de containers, etc. La difficulté, c'est que dans la zone au moins des 20 km, celui qui bouge est potentiellement mort. Voilà. Et ça, malheureusement, il n'arrive pas à sortir de cette difficulté. Merci, et je vais rebondir sur cet aspect centralisé qui est très prégnant en Ukraine dans le cadre de la prise en charge du soin psy et des besoins psy. Mais effectivement, une question qui est présente sur tous les théâtres d'opération, particulièrement en haute intensité, particulièrement dans la durée, c'est effectivement d'avoir un maillage de gens formés, en tout cas pour apporter l'aide qui convient, dans la temporalité qui convient. Cet enjeu d'aide qui convient dans la temporalité qui convient, elle est importante parce que dans le trouble de stress post-traumatique, on a un vrai gap de connaissances dans cette confrontation péritraumatique. C'est-à-dire que la violence, au moment où vous la vivez, est très peu étudiée parce que finalement, c'est compliqué d'être sur place et de savoir ce qui s'y passe. Et si on doit former et il faut former ce réseau de sentinelles pour faciliter et être au plus près de la prise en charge, en fait, on ne sait pas exactement quel mécanisme et comment on le pense dans différentes temporalités. Il y a probablement des heures dorées qui sont privilégiées. Si on extrapole aux données de l'animal, ce serait entre 6 heures et 48 heures. Mais cette phase-là, elle est très peu étudiée. Donc la question, c'est comment, après un conditionnement de peur, on va pouvoir former des gens pour soutenir l'extinction. Est-ce qu'il faut des apports nutritionnels? Parce qu'on sait que le cerveau sous stress ne peut pas utiliser ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Ça nous amène à des questions de, finalement, logique ou d'éthique de justice distributive, qui est comment on amène ce dont on a besoin au plus grand nombre, avec l'assurance derrière qu'on n'aura pas d'effet délétère pour ceux qui n'ont pas besoin de prise en charge. Et dans le soin psychique de l'urgence, si on pense à former des gens, on a cette question-là et on ne sait pas y répondre de façon extrêmement validée scientifiquement. Pour autant, la formation, elle va être dans cet après-péritraumatique, après ces 48 heures. Et là, il y a tout un ensemble de formations qui déjà existent et qui sont posées par l'OMS, ne serait-ce que pour les situations de catastrophe, avec des formations à la fois déployées au niveau des instances internationales de personnes et de soignants qui vont sur place et qui proposent des formations. Donc on a vraiment toute une myriade d'approches et de formations déjà existantes qui sont soutenues par la technologie, les téléconsultations, les téléformations, mais aussi des applications, si tant est qu'elles puissent fonctionner sans faire repérer les personnes qui les utilisent. Donc ça reste un champ dans le péritraumatique de guerre où on a énormément de progrès à faire. Mais dans la formation dont on a besoin pour ces réseaux de sentinelles, on a beaucoup de solutions existantes, beaucoup de personnes qui proposent localement actuellement en France des formations. Depuis les attentats de Paris, il y a eu ce maillage territorial avec des centres régionaux de péritraumatiques, à la fois enfants et adultes, qui permettent d'avoir une expertise. Et beaucoup de ces personnes des centres régionaux péritraumatiques, psychiatres, infirmiers, psychologues, sont allés en Ukraine apporter justement, ou en tout cas dispenser les formations, mais avec toujours ce grand point d'interrogation autour de la confrontation elle-même, qui reste un enjeu de progrès pour les prises en charge, mais aussi pour savoir comment former localement. Juste à titre de complément et d'illustration, d'abord rappeler que l'évacuation des blessés au contact, une fois que leur unité a réussi à les sortir, c'est fait essentiellement par des ONG, par des organisations civiles, des civils ukrainiens qui ont des véhicules et qui évacuent les blessés. Première réalité. Deuxième réalité, sur toute la dimension psychologique, ce qui a été évoqué, les Ukrainiens ont une tension sur la ressource humaine, donc ils ne peuvent pas se permettre d'hospitaliser et de sortir du front tous les gens qui sont blessés dans ce domaine. Et donc il y a une myriade d'instituts qui accueillent pour un temps donné des soldats pour essayer de les rétablir, pour pouvoir les renvoyer sur le front. Donc il y a un contact direct entre le chef et ces instituts. J'en ai visité un dans la région de Kiev, où j'ai rencontré des gens qui, chez nous, seraient aujourd'hui considérés comme à sortir de nos rangs et à hospitaliser. Bon, là, en fait, ils font un travail pour essayer de les remettre en état et pouvoir les renvoyer sur le front. C'est la réalité aujourd'hui en Ukraine. Si je peux juste vous contredire sur un point.
En fait, ça a été le cas, hein, la participation de la société civile dans l'évacuation les 2 premières années de la guerre. Aujourd'hui, l'évacuation se fait essentiellement par les unités de l'armée, précisément, donc des unités médicales qui ont été mises en place. Et il y a juste un bataillon de civils paramédics qui fait de l'évacuation. Il est seul et unique, c'est Hospitaliere. Sinon, tous les autres sont rentrés donc sous le commandement des forces armées. À la fois parce que l'impact pour eux, en fait, et les conséquences de la prise en charge en cas de blessure sont extrêmement importants, mais aussi parce qu'il faut qu'il y ait une coordination, et cette coordination est aujourd'hui assurée par le service des armées, des forces armées, le service médical des forces armées. Très bien. Je voudrais qu'on passe à la deuxième question que je voulais vous poser, qui a trait à la temporalité de l'aide. Temps long, temps court. On comprend bien qu'il y a un dilemme permanent en fait pour les autorités ukrainiennes qui doivent en permanence à la fois parer à l'urgence et prévoir l'avenir. Cet avenir restant quand même assez incertain sur un grand nombre de points. Donc il leur faut, et ça a été mentionné par le capitaine Pinel, s'adapter à l'apparition de nouvelles armes, de nouvelles tactiques de combat, et en même temps anticiper le temps d'après, le temps long, dans un contexte de très forte attrition. Donc dans ce brouillard de la guerre, quelle doit être la boussole des pays partenaires? Peut-être on va commencer avec vous, Général Boya. Oui, alors il y a cette question de temporalité, et puis je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, ce que j'en vois, c'est que la situation de l'organisation des unités, des processus, etc., sur place est très différenciée. C'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs, l'intervention de tout à l'heure le montre, hein, qui évacue qui. Je pense qu'entre la zone nord, la zone sud, c'est pas forcément les mêmes. Ça fonctionne, c'est très, très, très décentralisé, mais très décentralisé, quoi. Même dans le fonctionnement des unités militaires, dans leur équipement, dans leur financement. Voilà. Donc je ne sais pas du tout, je n'ai pas creusé, c'est pas mon domaine, les chaînes de commandement, mais enfin, en tout cas, voilà. Donc du coup, en plus de la temporalité, il y a ce phénomène-là. Et ce qui fait que les priorités demandées par les Ukrainiens, alors on a une idée très claire au niveau je dirais, ukrainien national. En ce moment, c'est essentiellement tout ce qu'on évoquait, hein, de la défense solaire, de la frappe dans la profondeur, du cyber, des munitions. Ça c'est très clair. Dès qu'on descend un peu dans la maille, c'est moins clair que ça. Ensuite, la temporalité va s'exercer sur l'État bénéficiaire, comme je le laissais supposer tout à l'heure. Bien évidemment, nos États donateurs respectifs poursuivent également leur propre stratégie de communication, leurs propres arbitrages. Et ils ont chacun des BITD qui sont structurés différemment, qu'ils veulent mettre à contribution ou pas, avec des délais, des lead times qui sont ce qu'ils sont. Et donc tel État va pousser telle solution parce que c'est plus pratique et ça fait un meilleur livrable politique à un instant donné. Hein, c'est ce qu'on a vu avec un certain nombre d'équipements dans les années passées. Comme disait le général Martin, tout est toujours utile et il n'y en a jamais assez. Donc finalement, ce n'était pas vraiment un problème, mais voilà, c'est plus que le problème de est-ce que c'est le bon moment, c'est surtout qu'est-ce qui est faisable à l'instant T par les uns ou par les autres. Et puis il y a également une question qui concerne les organisations. Observer le jeu entre l'OTAN et l'UE sur l'aide à l'Ukraine. Vous voyez bien qu'il y a une forme de compétition, au moins en affichage, sur qui aide le plus, qui fait le plus, etc. Sachant qu'au bout du bout, ce sont quand même les mêmes États et que ce sont les mêmes finances publiques de chacun des États qui fournit. Voilà. Et au sein de l'Union européenne, enfin des institutions européennes, vous avez encore un jeu d'acteurs entre la Commission, les États et le Parlement. Voilà, je ne reviendrai pas sur le prêt en suspens des 90 milliards en ce moment, mais vous voyez bien que ce n'est pas aussi simple. Voilà. Merci. Et encore une fois, la vraie question pour les industriels, c'est comment est-ce que je sécurise les financements. Voilà. Dernière peut-être pensée pour la route, c'est que le lendemain du jour où la guerre sera terminée,
les industriels européens ont intérêt à avoir tissé de bonnes relations avec les industriels ukrainiens qui sont très capables, très bons et très dynamiques. Et donc il faut, voilà, donc nous, dans toutes les entreprises, on réfléchit bien évidemment aussi sous cet angle-là. Capitaine, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être juste en miroir, en fait, sur la dernière partie de votre question, qui est en fait, quid pour nous, la boussole de l'enseignement en Ukraine, que les Ukrainiens d'ailleurs continuent de développer pour eux-mêmes. Je pense juste à la question des drones. Le fait que ces menaces low cost, qui sont saturantes, ça pose des réels défis en matière de défense aérienne. Et on voit bien que dans le cas d'un choc avec un compétiteur, on devra avoir un segment haut de défense technologique pour parer contre les missiles balistiques, les missiles de croisière qui demandent des systèmes technologiques et coûteux pour intercepter ces menaces. Et qu'il faut aussi, c'est toute la question du high-low mix, de disposer de capacités low cost pour parer des attaques saturantes dont le prix du vecteur intercepté ne doit être dans une mesure raisonnable en lien avec le système pour l'intercepter. Ça, c'est une première chose. Les Ukrainiens aussi, au-delà de l'aspect cinétique, développent beaucoup la guerre électronique. C'est quelque chose que nous devons aussi développer, la guerre électronique et le brouillage. Malheureusement, le brouillage, c'est très zonal, sur des petites échelles. C'est beaucoup plus compliqué de brouiller une zone entière du front, même s'il y a du spoofing GPS qui s'effectue, qui dégrade les systèmes de navigation des diverses munitions. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit avoir en tête. Ça pose la question aussi de la résilience aux systèmes spatiaux, ce brouillage. Parce que le brouillage GNSS, il est aujourd'hui au-dessus de l'Ukraine, mais il est aussi en mer Baltique, en Méditerranée orientale et au-dessus de la péninsule de Kola. Donc la question de la dépendance des systèmes spatiaux, notre propre dépendance, s'entraîner à opérer peut-être sans GNSS, sans GPS, sans Galileo, c'est important. Souvenez-vous, la guerre en Ukraine a commencé par une attaque cyber sur la constellation ukrainienne Viasat, qui a mis hors d'état 30 000 modems sol et qui a conduit l'Ukraine à devoir s'adapter en s'accaparant des solutions de Starlink en termes de connectivité. Et puisqu'on est je terminerai là-dessus, puisqu'on est dans l'amphi Hannah Arendt disait « c'est par le vide de la pensée que gît le mal ». Alors je ne vais pas parler de mal, mais plutôt d'impréparation ou d'inaction, de manière plus prospective, avec la transparence du champ de bataille. C'est sûr que la furtivité, ça a un intérêt. On le voit bien avec les raids israéliens et américains au-dessus de l'Iran. Mais la furtivité technologique, elle peut aussi... on peut retrouver une certaine furtivité par la manœuvre, par la déception, par les procédés de ruse, par des leurres. Et c'est ce qu'on fait, on s'entraîne à ça au sein de l'armée de l'air et de l'espace, notamment avec la dispersion. Peut-être utiliser, réapprendre à faire des manœuvres de déception avec des leurres gonflables, des maquettes d'avions. Et ça, c'est ce qu'on voit tous les jours en Iran. Et enfin, un dernier point, la supériorité opérationnelle du futur. On peut s'autoriser à penser que demain, ce ne sera pas qu'une supériorité purement militaire, mais une supériorité informationnelle, décisionnelle, où l'objectif sera plus en fait de saturer l'environnement cognitif adverse. Alors je parle dans un horizon assez lointain, en vue de délivrer des effets militaires, et en s'inscrivant un peu dans les propos de la ministre qui disait l'extension du champ de la conflictualité, je pense qu'il y a tout un domaine pour la puissance militaire aérospatiale à définir de nouveaux modes d'action dans le champ de l'influence, en particulier dans le champ informationnel. Général, le mot de la fin. Et ensuite, on prendra des questions jusqu'à 13h15. On a commencé un petit peu en retard, donc on terminera à 13h15. Bon, ça a été dit en partie, mais évidemment, l'aiguille de la boussole, c'est les Ukrainiens. Cette aiguille elle-même, elle n'est pas toujours fixe parce que les besoins évoluent au fur et à mesure de la guerre. Ça a été suggéré, l'une des difficultés souvent dans le domaine militaire, c'est que toutes les demandes sont exprimées du bas vers le haut. Et au final, la copie qui est présentée est tellement hors d'atteinte que ça peut poser un problème d'arbitrage. Et puisqu'on est ici au PDSF, puisque c'est l'appui, le soutien militaire et humanitaire, tout ça ne marche pas sans l'arrière. Voilà. Et donc le dilemme pour l'Ukraine, c'est l'effort de guerre, la RH qu'on met le long de la ligne de front, et dans le même temps garantir le meilleur fonctionnement possible du pays pour survivre, pour produire céréales, etc. Et donc tout, et ce n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, mais ce qui est essentiel, c'est tout l'appui et le soutien qui est fait dans le domaine de l'énergie, puisque si ça s'arrête, c'est terminé, dans le domaine des infrastructures, transport ferroviaire, aérien, etc. Voilà, ça c'est un vrai sujet, et sans lequel le reste, malheureusement, ne comptera plus. Merci.
Juste une très brève remarque, juste pour rejoindre sur cette question, effectivement, parce que je pense que dans le domaine, en tout cas, qui est le mien, je vois à quel point la France a des compétences dans un certain nombre de domaines de chirurgie et apporte énormément ses compétences, mais la France peut aussi apprendre précisément aux côtés des Ukrainiens, puisqu'ils sont placés dans de telles conditions, doivent faire face à des blessures de guerre qu'on a certes pratiquées, enfin en tout cas prises en charge, mais qui évoluent aussi dans le temps. Et du coup, ça m'amène aussi à une autre remarque. Je proposerais aux industriels français de ne pas attendre la fin de la guerre. Je suggérerais aux industriels français de commencer tout de suite les coopérations avec les industriels ukrainiens, puisque c'est aussi une question, voilà, de synergie et de notre propre sécurité.